Bonjour et bienvenue dans ce troisième panel. Donc maintenant, après avoir entendu les opérateurs et les régulateurs, nous allons écouter les investisseurs, voir de quelle façon ils s'engagent dans les investissements à impact, en particulier sur le continent, et quelles sont les principales difficultés qu'ils rencontrent. Alors, pour en parler, je suis bien accompagnée aujourd'hui, donc je vais vous présenter mes invités. Donc, il y a Monsieur Mouzundar, qui est le directeur général de l'exploitation Europe de Meridiam. Bonjour. Bonjour. Monsieur Nicolas Hazard, fondateur et directeur général de INCO. Bonjour. Et enfin, Monsieur Mathieu Savid, directeur général adjoint de STOA, Infra et Énergie. Bonjour. Alors, nous allons être rejoints un petit peu plus tard par Monsieur Bonifay, qui a eu quelques obligations, un petit contretemps de dernière minute, mais qui sera là d'ici quelques minutes. Pour commencer, je vous propose de visionner une vidéo qui nous a été envoyée par l'un de nos invités, qui nous fait l'amitié de participer à distance à cette conversation. Donc, je vous propose d'écouter Monsieur Bertrand Badré. Pour les plus jeunes, il s'agit d'un ex-haut fonctionnaire de la Banque mondiale, directeur financier du Crédit Agricole et de la Société Générale, qui a notamment été conseiller Afrique du président Jacques Chirac et qui est aujourd'hui le PDG fondateur du fonds d'investissement Blue Lake and Orange Sustainable Capital, fondé en 2017. On l'écoute. Bonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. En tout cas, c'est une manière de parler, et même à 6000 km, par la magie de la technologie, d'être avec vous aujourd'hui sur un sujet qui m'est cher. Comment, malgré la crise, accélérer les objectifs de développement durable en Afrique? Alors, la question est difficile, elle est presque provocatrice quand on regarde la tempête parfaite à laquelle est confronté le continent africain et plus généralement les pays émergents en développement sur la planète. Tempête parfaite. Pourquoi? Parce qu'il y a une crise sanitaire, même si l'Afrique a fait preuve de plus de résilience que les autres continents pour l'instant, chute d'un certain nombre de matières premières, récession mondiale, très grave chute du commerce international, baisse des investissements directs, baisse très significative du transfert des migrants, et à plus ou moins long terme, réflexion sur les chaînes de valeur et une possible relocalisation de celles-ci dans les pays développés. Donc on voit bien que le paysage est assez sombre. À côté de ça, la réponse internationale n'est évidemment pas à la hauteur. Le G20, dans un effort difficile, a pu mobiliser une quinzaine de milliards correspondant à la suspension du service de la dette pendant quelques mois, alors même que la plupart des grandes organisations internationales chiffrent les besoins du monde émergent en développement à plus de 2500 milliards. On voit bien que le compte n'y est pas. Les moyens de ces organisations sont par ailleurs limités et personne ne parle vraiment de les déployer ou de les développer ou de les augmenter en ce moment. Alors la réflexion qu'on peut avoir, c'est reprendre un peu, et je ferai bien les mots du général Foch avant la bataille de la Marne, qui disait « Mon centre cède, ma droite recule, situation excellente, j'attaque ». Et c'est bien ça dont il s'agit. Comment profiter de cette situation très difficile pour attaquer et se positionner pour le XXIe siècle. Les fondamentaux dont on a parlé depuis des années n'ont pas disparu. Le diagnostic il y a 6 mois reste largement le diagnostic aujourd'hui. C'est la jeunesse du continent, sa créativité, son esprit entrepreneurial, le réservoir de ressources naturelles, de matières premières, minérales et agricoles, et j'allais ajouter de matières premières environnementales. Les biens publics mondiaux dont on parle beaucoup, qu'il s'agisse du climat, de la biodiversité, de la nature, sont présents et à profusion en Afrique. Il faut qu'on trouve une manière de les valoriser. Et par ailleurs, une fois de plus, l'Afrique a démontré sa capacité à faire face à des crises, sa capacité de résilience, qui est aussi un trésor mondial qu'on peut développer. Je crois que plus que jamais, le continent africain au XXIe siècle va plutôt demeurer le continent indispensable pour le développement durable. Alors comment est-ce qu'on peut avancer à partir de là? Situation difficile, les fondamentaux restent bons, mais le mouvement est délicat. Alors d'abord, il faut poursuivre les efforts qui ont été entrepris toutes ces années en faveur d'une plus grande unité du continent, unité commerciale, unité monétaire, unité économique, unité politique. Il faut évidemment continuer à travailler sur la sécurité. Sans sécurité, pas de développement durable. Et là aussi, poursuivre les efforts difficiles qui ont été entrepris dans toutes les zones en difficulté du continent. Je pense qu'il faut aussi
travailler à de nouvelles approches partenariales. Le partenariat, c'est l'objectif de développement durable numéro 17. C'est assez largement à 20 mots. Il faut qu'on fasse plus, en particulier secteur public, organisation internationale, secteur privé, société civile. Si on ne renouvelle pas notre manière de faire, on n'arrivera pas à faire face à ce défi. Et ce défi, il est quantitatif, lever plus de ressources, et qualitatif, les lever mieux. Si on ne traite pas cette crise, si on n'utilise pas cette crise pour significativement changer quantitativement et qualitativement la manière dont on travaille ensemble, nous n'y arriverons pas. Il y a une chance qui peut ou ne peut ne pas être exploitée, c'est l'abondance d'épargne dans le monde, renforcée par cette crise. Il n'y a jamais eu autant d'épargne en Europe et aux États-Unis en particulier, et un peu partout sur la planète. Cette épargne, elle ne va pas au bon endroit. Elle s'investit dans des obligations qui ne rapportent plus rien dans les pays développés. Comment peut-on aider à allouer cette épargne de la manière la plus efficace possible au niveau planétaire? C'est bien le sujet. Et l'Afrique devrait être une des destinations de référence pour cette épargne qui cherche du sens et qui cherche de l'impact. Impact et sens se retrouvent dans le développement durable et se retrouvent singulièrement dans le développement durable en Afrique. Il faut qu'on trouve les moyens modernes et innovants de mobiliser cette épargne en mobilisant nos forces, encore une fois, secteur financier privé, secteur financier public, entreprises publiques, entreprises privées et gouvernement. La demande d'impact ne cesse d'augmenter. Les gens cherchent à investir dans le climat, dans la biodiversité, dans le développement, dans l'éducation, dans la santé. On l'a bien vu pendant cette crise, l'Afrique offre, en théorie, un terrain approprié pour le déploiement de cette épargne. Ça supposera, je viens de le dire, une coopération probablement sensiblement différente avec les organisations internationales et régionales. Ça supposera aussi de travailler beaucoup plus la main dans la main avec le secteur privé, je ne le répéterai jamais assez. Il va falloir apprendre à se focaliser sur les infrastructures physiques, bien sûr, elles sont indispensables, sociales, santé, éducation, et je crois un effort particulier sur les infrastructures financières, développer des outils de crédit, des outils d'épargne, des outils de retraite, pour que cette épargne aille au service du développement durable en Afrique. Au total, le continent, pour moi, reste le continent indispensable. Il est même le continent dont on va avoir besoin pour atteindre les objectifs de développement durable, dont on va avoir besoin pour retrouver de la croissance au niveau planétaire. On n'y arrivera que si on mélange de manière intelligente le réalisme, le respect de l'autonomie africaine et des grandes ambitions partagées. Je vous remercie, je reste à votre disposition, virtuellement malheureusement, pour poursuivre ce dialogue dans les semaines et les mois qui viennent. Bons travaux. Alors, on va remercier Monsieur Bertrand Badré pour ce message. D'ailleurs, j'aimerais tout de suite faire réagir nos invités, nos panélistes, pour savoir s'il y a déjà une première réaction. Peut-être Monsieur Mathieu Saville par rapport aux propos de Monsieur Badré. Vous souhaitez réagir? Oui, enfin, je pense que Bertrand Badré a très bien calé le décor macro et a évoqué des pistes intéressantes de sortie de crise. De mon côté, je vais peut-être parler de l'impact de la crise sur le portefeuille de STOA. Oui, alors déjà, peut-être en quelques mots, nous présenter STOA Infra et Énergie. Oui. Très bien, ok. Donc STOA est un fonds infrastructure dédié aux pays émergents et pays en développement. Nous investissons sur tous les sous-segments infra, donc de l'énergie jusqu'aux secteurs sociaux, en passant par les télécoms, le transport, les eaux et les déchets. On est un investisseur de longue durée. Et oui, juste peut-être pour évoluer sur les paroles de Bertrand Badré, moi je vais plutôt parler de l'impact de la crise sur le portefeuille de STOA. Donc tous les projets de STOA ont été déclarés infrastructures essentielles. Donc ça a aidé à mitiger un peu l'impact du Covid sur notre portefeuille. On voit plus d'impact dans le secteur de la logistique en Afrique que dans les secteurs de l'énergie et le télécom. Et comme j'ai indiqué, nos investissements sont des projets d'infrastructures essentielles, donc ce qui m'amène à l'impact du travail qu'on fait au jour le jour. Je pense qu'un fonds d'investissement dans les infrastructures qui fait du greenfield, donc qui fait de nouveaux projets, est par définition un fonds impact.
Ce que nous faisons a par définition un impact fort sur les communautés locales dans lesquelles on construit nos projets. Mais nous allons plus loin que ça chez STOA, puisque nos actionnaires sont la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement. Donc on a cet ADN impact, et dès le départ, on a choisi, on sélectionne nos projets non seulement sur les retours financiers, mais aussi sur leur impact. Quels sont vos investissements sur le continent à date? Donc en Afrique, on a des investissements dans les secteurs de l'énergie, dans le portuaire et dans les télécoms. Qui sont en Afrique subsaharienne et en Afrique du Sud. Donc pour rentrer dans le détail, on a un projet énergétique au Cameroun qui devrait à terme fournir 30% de l'énergie du Cameroun. Et c'est un projet hydro. Nartigal. C'est ça. Donc là, l'impact est évident. Et peut-être pour vous donner une idée de comment est-ce qu'on sélectionne nos projets, côté impact, on a 3 critères. Donc l'accessibilité de ces infrastructures, la fonctionnalité et la propreté. Donc l'accessibilité, ce sont les réseaux donc des réseaux télécoms, d'électricité ou d'eau par exemple, qui peuvent donner plus d'accès aux populations. La fonctionnalité, c'est la sécurité et la fiabilité de nos infrastructures. Quand on regarde une route, par exemple, la réhabilitation, la sécurité routière est très importante. Et enfin, la propreté, ça va un peu de soi. On fait un bilan carbone systématique sur nos investissements et on travaille beaucoup dans les énergies renouvelables. Très bien, merci. Monsieur Mouzundar. Oui. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, je vais me tourner vers vous pour partager avec vous la vision des investissements à impact, les actions que vous engagez actuellement sur le continent. Vous représentez Meridiam, plutôt sur la partie Europe, mais vous avez participé à la création d'un fonds dédié à l'Afrique il n'y a pas si longtemps, il me semble que c'était en 2015 de mémoire. Alors, nous vous écoutons, Monsieur Mouzundar, sur vos activités. Peut-être en 2 mots, donc Meridiam, on est une société qui développe, qui finance et qui gère dans la durée, sur le très long terme, des infrastructures essentielles. Alors en Europe, en Afrique, vous l'avez mentionné, en Amérique du Nord également. Et donc on intègre en fait dans l'ensemble de nos critères d'investissement et de développement les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance, et puis de manière plus générale, les objectifs de développement durable des Nations Unies. Donc on pourra en reparler, mais on a développé toute une méthodologie justement pour intégrer ça de manière systématique dans la sélection de nos projets et aussi effectivement dans la manière dont on opère ces projets d'infrastructure au quotidien. Aujourd'hui, pour dire un mot, on travaille sur 3 grands types de secteurs qui sont la mobilité au sens large, des personnes et des biens, la transition énergétique et l'environnement, donc toutes les infrastructures qui contribuent à l'accélération de la transition énergétique. Et puis le 3e pilier, c'est ce qu'on appelle les infrastructures sociales, qui sont essentiellement des hôpitaux ou des écoles. Voilà, donc chez Meridiam, l'impact, c'est déjà un engagement, puisqu'on est devenu récemment une société à mission. La société à mission, c'est quelque chose qui a été permis par la loi Pacte et qui permet d'intégrer dans l'objet social de l'entreprise justement la notion d'impact. Et donc on a pris des engagements forts qui font l'objet d'un suivi régulier avec des personnalités qualifiées extérieures dans le cadre d'un comité de mission et qui permettent de s'assurer de la mise en œuvre effective de ces engagements. Donc c'est vraiment un engagement de la société et des équipes au quotidien. Et puis c'est aussi une démarche très rigoureuse dans la manière dont on développe, la manière dont on conçoit, la manière dont on construit nos projets. C'est-à-dire qu'on a la chance d'arriver sur des projets d'infrastructure avant qu'ils soient construits, à un stade où on est au niveau de la planche à dessin, je dirais. Et donc on a encore toute l'attitude pour justement améliorer les projets, pour qu'ils soient performants d'un point de vue environnemental et pour qu'on ait un impact social positif. Et donc ça, c'est ce qu'on essaye de faire tout au long de notre processus d'investissement. Est-ce qu'on pourrait revenir par exemple sur 1 ou 2 exemples assez marquants d'investissement à impact sur le continent ? Un exemple, c'est un des premiers investissements qu'on a fait sur le continent, c'est une centrale solaire qu'on a fait au Sénégal,
qui est un projet sur lequel effectivement on a développé en lien avec toute la communauté locale un projet de centrale solaire avec évidemment une performance environnementale très bonne et puis qui permet de fournir une énergie propre et qui était un tarif de production qui était particulièrement attractif. Et c'est un exemple qu'on a répliqué. On a aujourd'hui 4 projets solaires au Sénégal qui doivent représenter de mémoire à peu près 20% de la capacité installée du pays. Et effectivement, c'est aussi une performance économique, hein, puisqu'on est très fiers d'avoir sorti un projet solaire avec un tarif de 4 centimes d'euros du kilowattheure, ce qui était le record du tarif le plus faible en Afrique, donc aussi avec une dimension de soutenabilité économique très très forte. Donc voilà, ça c'est un des exemples de projets qu'on a réalisé en Afrique. Très bien, merci beaucoup. Je vais me tourner vers Monsieur Nicolas Hazard. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez créé une société qui s'appelle INCO, et qui est spécialiste des green, des startups green. Qu'est-ce que c'est qu'une green startup en fait? Alors effectivement, alors nous on est spécialiste nous on investit dans tous les gens qui veulent changer le monde, tous les entrepreneurs qui ont un projet pour changer le monde, pour rendre le monde plus inclusif, pour rendre le monde plus durable. Et donc aujourd'hui, face aux grands enjeux qu'on a, c'est-à-dire la pression sur les ressources naturelles, la crise écologique, face aux inégalités aussi qui sont très fortes, tous les porteurs de projets qui ont des projets qui visent à répondre à ces problématiques sociales, sociétales, environnementales, nous on va les accompagner à la fois à travers de l'investissement, à travers des fonds d'investissement qu'on mobilise. Alors moi je suis entouré par des gens qui gèrent beaucoup plus d'argent, c'est tout petit, mais en tous les cas c'est à destination aussi d'entreprises qui sont plus petites, qui sont des startups qui vraiment débutent, ce n'est pas des gros projets comme mes camarades, mais c'est des entrepreneurs, c'est des individus dans lesquels on investit ou qu'on accompagne à travers des incubateurs. Donc des lieux où on va les accompagner pendant 1 an, ils ont des projets, ils ont des idées et nous on les fait grandir et c'est l'économie de demain, c'est les entreprises de demain qu'on va essayer de faire grandir et de faire émerger un peu partout. Et en Afrique, on est présent aujourd'hui sur 25 pays, on est sur une 50aine de pays à travers le monde aujourd'hui pour montrer et démontrer que c'est possible de concilier une rentabilité économique et en même temps une performance sociale et écologique forte avec des gens. Nous, on accompagne plus de 500 entrepreneurs chaque année à travers le monde avec des gens qui démontrent qu'on peut faire une économie différente et on voit avec la crise qu'on a besoin d'une économie différente qui soit à la fois plus inclusive et plus durable. Quelles sont peut-être les spécificités qui pourraient se dégager du continent par rapport à d'autres zones géographiques dans le monde? Alors c'est intéressant parce que ça c'est comme on a quand même une vue assez large, on est beaucoup en Asie, en Amérique du Nord aussi, en Europe. En fait c'est intéressant de voir que finalement on a tous les mêmes problèmes. C'est-à-dire que in fine, on a tous des problèmes qui sont liés au réchauffement climatique. On a tous des problèmes dans tous les pays. Il y a des inégalités sociales qui se creusent et qui sont de plus en plus importantes, qui posent des problèmes en termes d'éducation, en termes de santé, en termes de formation, etc. On a tous les mêmes problèmes, mais il y a des spécificités à chaque fois régionales qui sont très fortes. Moi, je vois, il n'y a pas une Afrique, il y a plein d'Afriques en fait. Donc ça déjà, entre les différents pays, on voit que les problèmes ne sont pas les mêmes selon qu'on est dans le Sahel ou si on est en Afrique du Sud. Enfin, il y a une grande diversité, donc moi je suis toujours un peu mal à l'aise par rapport à ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tous les cas, il y a, comme partout ailleurs, une grosse innovation, une vraie capacité à innover, une vraie capacité à créer des nouveaux modèles, une vraie capacité à réfléchir à ces questions-là. Et encore plus qu'ailleurs, par exemple, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui sont un peu sur la base de ce dont on a besoin en tant qu'être humain, notamment l'agriculture, qui est un secteur extrêmement fort, extrêmement dynamique, extrêmement innovant. Et on investit plus. Et on accompagne plus dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation, par exemple, qu'on le fait ailleurs dans d'autres régions. Et après, il y a la dynamique de l'énergie, mais ça, elle existe partout. De l'eau. L'eau est aussi un secteur très, très important. Et on sait et on comprend bien pourquoi. Donc, il y a quelques spécificités, mais pour autant, quand même, on est tous dans le même bateau sur cette planète. On sera bientôt 10 milliards d'individus. Et il faut qu'on trouve très rapidement les solutions pour le monde de demain. Si vous deviez nous citer par exemple 1 ou 2 exemples de green start-up en Afrique qui sont un peu sortis du lot, que vous avez accompagnés, lesquels seraient-ils? Alors, je vais vous donner peut-être une green et une un peu sociale, puisqu'on fait les deux en fait. Donc,
Alors, il y a une entreprise dans laquelle qu'on a soutenu tout au départ qui s'appelle MedTrucks, qui est une entreprise qui a commencé au Maroc. L'idée, c'est de créer des camions médicalisés pour aller dans les villages qui sont un peu éloignés et qui n'ont pas accès notamment aux dialyses et à un certain nombre de choses. Et donc, c'est des camions itinérants de santé qui se développent un peu partout avec des diagnostics de territoire. Ce que j'adore dans ce projet, c'est qu'il y a un processus de reverse innovation. C'est-à-dire que, excusez-moi le jargon, mais en gros d'innovation croisée et inversée. C'est que cette entreprise qui s'est développée au Maroc, qui a développé ce système-là, nous, on a plein de problèmes en France aussi sur les territoires, qui ont des difficultés à attirer des médecins, à avoir des réponses, en tout cas médicales. Il y a une désertification médicale quand même dans beaucoup d'endroits. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette entreprise, elle s'est développée notamment en France, en commençant dans la région sud et en Occitanie. Elle s'est développée et elle a développé des choses de son innovation qui est partie d'Afrique. Parce qu'on a toujours l'impression que l'innovation, elle vient du monde occidental et elle va aller en Afrique. Et en fait, justement, c'est croisé et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est aussi d'accompagner cette structure pour développer son dispositif en Europe. Et par exemple, en Afrique du Sud, sur le Green, on a accompagné une jeune femme entrepreneur qui a développé des sacs pour les enfants pour aller à l'école, donc des cartables, qui en fait ont sur le dessus peuvent capter de l'énergie solaire avec une batterie qui se recharge, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui, quand ils rentrent de chez eux, ils n'ont pas forcément accès à l'électricité et du coup ne peuvent pas faire leurs devoirs. Et du coup, ils marchent parfois 5-10 km, etc. Dans la journée. Et donc, le sac se recharge et comme ça, quand ils rentrent, ils peuvent avoir accès à de la lumière pendant 1 ou 2 heures et faire leurs devoirs, voilà, sur un système tout simple, des cartables. Et ces cartables-là font fureur aujourd'hui dans toute l'Afrique. Et c'est une femme entrepreneur qui a fait quelque chose d'absolument incroyable. D'accord, c'est bien de souligner que ce soit une il y a beaucoup. Et peut-être une des spécificités, c'est qu'il y a plus de femmes entrepreneurs, en tout cas en Afrique, qu'il y en a dans le monde occidental. Et il y a énormément de femmes qui sont porteuses de projets extrêmement innovants sur ces sujets, plus que les hommes parfois. Vous parliez d'un exemple sur ces cartables qui étaient rechargés grâce à un mini panneau solaire qui est sur le cartable. C'est une initiative qui avait déjà été développée, me semble-t-il, en Afrique de l'Ouest et qui s'est visiblement pas vraiment pérennisée. Comment on fait pour les accompagner, faire en sorte qu'il y ait vraiment une suite finalement? La clé, c'est pas forcément d'avoir l'idée. Enfin, en tous les cas, nous on voit les succès et les réussites qu'on peut accompagner. C'est déjà d'arriver au bon moment, au bon endroit. Et puis, c'est de pouvoir porter son projet, pouvoir lever des fonds, et c'est ça, c'est cette aventure entrepreneuriale qui est si intéressante, qu'il faut accompagner. Il faut être bien accompagné. Il faut pouvoir avoir des techniques de marketing, de communication, de développement, de commercial, etc. Et donc, c'est pour ça que moi, et j'avance un peu sur notre débat, mais moi, ce que je préconise beaucoup, c'est d'aller investir massivement pour accompagner la société civile et accompagner les entrepreneurs qui ont des idées, qui ont des projets. Parce que c'est le stade, pour moi, le plus critique et le plus compliqué. Si on veut créer une économie solide, il faut aller à la racine de ces entrepreneurs. Et donc, parfois, il y en a qui réussissent, d'autres qui ne réussissent pas, beaucoup qui ne réussissent pas. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. Nous, on a accompagné cette jeune femme en Afrique du Sud. Elle a réussi vraiment sur l'Afrique australe, en tout cas, à développer son business. Mais il y en a plein encore à faire. Il y a plein de gens qui ont des idées incroyables et qu'il faut pouvoir accompagner. Monsieur Saville, comment fait-on pour identifier les projets Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez sur le continent? D'accord. Peut-être juste pour rebondir sur l'intervention au début, en amont. C'est vrai que ça, c'est dans les projets d'infrastructure en Afrique, c'est quelque chose de très important. Et c'est là qu'on peut avoir le plus d'impact, à mon avis. Un exemple de cela, c'est que sur l'éolien, lorsqu'on intervient avec des développeurs, on a un exemple très concret, c'est que l'impact environnemental est souvent lié au risque aviaire, par exemple. Et donc, lorsqu'on intervient en amont, on peut changer le micro-siting. Et donc, le mot en français ne me vient pas, des turbines pour éviter un impact aviaire averse. Donc, le plus en amont qu'on intervient, le plus d'impact on peut avoir.
après, dans la sélection de nos projets, il y a plusieurs façons de le faire. On a un réseau avec le groupe AFD qui est très bien implanté en Afrique, qui nous aide. Et aussi, on essaie d'amener les entreprises françaises à investir en Afrique pour développer des projets utiles pour les populations locales. Alors, se pose alors le problème des risques. Il y a quand même toujours cette surestimation des risques sur les continents. Comment on gère avec ça, monsieur je vais me tourner vers vous, représentant de Meridiam, monsieur Mouzumba. Je pense que c'est justement effectivement en mettant en place et aussi en expliquant avec de la pédagogie vis-à-vis des investisseurs notamment, une approche de gestion des risques qui permet effectivement de montrer qu'au final, quand on investit dans des infrastructures vraiment essentielles, où il y a un vrai besoin, on peut trouver des modèles économiques et qu'effectivement, on arrive à attirer des investisseurs. Nous, dans notre fonds, on a plus de la moitié des investisseurs qui sont des investisseurs, des assureurs, des caisses de retraite européennes, par exemple, donc qui investissent et qui sont prêtes à investir pour financer des infrastructures essentielles en Afrique, parce qu'elles voient aussi qu'on est capable de gérer les risques dans la durée et donc d'assurer aussi une forme de protection dans la durée. Et dans cette gestion des risques, je pense que cette approche, elle est quand même très corrélée à la notion d'impact, en fait. Dans la durée, quand on est vraiment sur le long terme, ce qui n'a pas d'impact est risqué, et inversement, si on a géré les sujets d'impact, l'impact social, de l'impact environnemental, on a quand même construit différents outils de gestion du risque. En tout cas, c'est vraiment notre conviction quand on investit. Je suis totalement d'accord avec ça. Je pense que les grands projets d'infra, si on n'a pas bien regardé et accompagné les projets du côté environnemental et social, c'est un des principaux risques de ces projets. Donc ils peuvent, on a vu des exemples d'éoliennes qui sont restées sur des routes à cause de l'acceptabilité de populations locales sur des projets de très grande taille. Donc c'est effectivement clé pour la réussite de nos projets. Merci. Alors, vous êtes confronté également à des indicateurs de plus en plus stricts. Comment est-ce qu'on fait face pour s'adapter à cette réglementation qui est en perpétuelle évolution? Nous, ces indicateurs stricts, on les accueille en fait. On trouve que c'est une très bonne chose. C'est aussi une manière de valoriser une approche responsable de l'investissement et de regarder un impact. Ce que disait Nicolas parle beaucoup aussi, c'est-à-dire que l'impact, c'est aussi quelque chose de local, et donc ces indicateurs, ils doivent être aussi adaptés à la réalité de chaque projet. Et donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on sélectionne dans tout l'univers des indicateurs pour chaque projet, les indicateurs prioritaires qu'on veut soutenir, que ce soit de l'emploi local, des indicateurs environnementaux, avec des objectifs chiffrés, et puis de suivre dans la durée. Il nous semble que c'est aussi un engagement de transparence et que c'est quelque chose qui est effectivement très vertueux et qui peut aussi contribuer à diffuser aussi les bonnes pratiques et à engager plus d'adhésion sur ces sujets. Alors c'est très vertueux, en même temps parfois ça peut s'avérer assez complexe au point où récemment, c'est vrai qu'il y a une question autour de la SFI qui est actuellement en procès aux États-Unis pour ne pas avoir réalisé une étude d'impact dans un investissement dans une usine à charbon en Inde. Et donc aujourd'hui, ils sont poursuivis alors qu'ils sont eux-mêmes à l'origine de ces indicateurs. Donc ça prouve bien quand même la complexité d'adaptation à ce type d'indicateurs. Qu'est-ce que ça vous évoque? Quelqu'un veut réagir à ça? Peut-être vous, Monsieur Saville? Oui, peut-être. Je pense que le sujet du thermique est très compliqué. Effectivement, je pense que ce sujet-là, il faut le regarder aussi en fonction du stade de développement des pays qu'on vise. Donc, c'est difficile de dire à beaucoup de pays africains il faut qu'on appuie exclusivement le renouvelable, par exemple, puisque il faut d'abord du base load, donc du thermique qui produit une électricité stable, avant de mettre du renouvelable sur le grid. Donc, les discours doivent être différents en fonction du pays dans lequel on travaille. Donc, c'est pour ça que je pense que l'AFC après, je ne suis pas personnellement d'accord avec l'investissement dans le charbon en Inde, mais je pense que c'est pour ça que l'AFC a été challengé sur le sujet. D'accord. Alors,
Peut-être, je peux oui, rebondir là-dessus. bien sûr. Juste, moi, pareil, pas du tout d'accord sur l'investissement du charbon en Inde. En fait, je pense que c'est ça le problème et que c'est très bien qu'on leur soit tombé dessus parce qu'en fait, à un moment, il faut revenir aux fondamentaux, essayer de comprendre un peu les choses et surtout quand certains prêchent, alors, je ne les attaque pas eux directement, mais quand certains, et qu'il y en a beaucoup, qui prêchent des grandes valeurs, des grands impacts, etc., et qui font faites ce que je dis, pas ce que je fais, etc., ça, on en connaît beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a quand même sur l'impact, et pour rebondir sur votre commentaire, moi, je trouve qu'on n'en fait pas du tout assez. Enfin, c'est-à-dire que pour moi, il faudrait en faire beaucoup plus. Je pense que l'impact, attention, est pas loin de devenir de greenwashing d'hier, c'est-à-dire tout le monde dit qu'il fait de l'impact, tout le monde est beau et tout le monde est clean et tout le monde a des super indicateurs, etc. Et dans le fond, c'est business as usual. Moi, je pense qu'il y a quand même 30 ans où on a besoin de faire une transition écologique, et plus qu'une transition, mais qui a vraiment, où il y a une approche radicale à adopter. Je pense qu'il y a des inégalités qui n'ont jamais été aussi fortes à l'intérieur des différents pays. Il y a des problématiques sociales gigantesques, des problématiques démographiques qui vont être énormes parce qu'on n'a jamais connu un bond comme celui-là. Donc oui, je pense qu'il faut aller encore beaucoup plus loin et prendre en compte l'ensemble des externalités. Moi, ce que je reproche beaucoup à certains critères, certaines méthodologies, c'est de dire on va prendre que le positif. C'est-à-dire on va calculer, on va vous faire regarder ce qu'on fait de bien ici. Donc ça fait 50, 100 critères de tout ce qu'on fait de bien. Sauf qu'en fait ça n'a de sens que si on le met à côté de ce qu'on crée comme externalité négative. Et en fait c'est une somme entre les externalités positives et négatives qu'il faut pouvoir faire pour avoir une vision claire. Et aujourd'hui la communication de beaucoup, c'est juste de montrer ce qu'on fait de positif. Et en fait, pour moi, ce n'est pas du tout suffisant et qu'il faut qu'on ait une vision claire, après, pour que chacun puisse progresser de là où on est, où on va, mais en prenant en compte l'ensemble de l'impact. L'impact, ce n'est pas qu'une partie qu'on a décidé, c'est l'ensemble des externalités qui sont créées sur le processus de production, sur les clients, sur les fournisseurs. Et c'est ça qu'il faut pouvoir voir. Et donc, moi, je pense qu'on est au début seulement des critères et qu'il y a encore un grand chemin à mener. D'accord. Alors, juste une chose, là vous évoquez le secteur de l'énergie qui est le nerf du développement, de la guerre du développement sur le continent. On impose, c'est pas qu'on impose, mais on invite fortement les États africains à investir dans les énergies propres. Maintenant, est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'on va pouvoir apporter l'énergie suffisante au continent simplement avec des centrales solaires et de l'hydroélectrique, sachant qu'il y a un gros problème de stockage? Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça? Ou peut-être M. Moussoundar? Effectivement, il ne faut pas forcément avoir des solutions uniques. Et c'est aussi, je pense, une des forces de certains modèles qu'on voit sur le continent. Pour prendre un exemple, on a développé, ça rejoint un peu l'exemple de Nicolas avec les cartables. L'impact, c'est pas forcément quelque chose, ça peut être massif tout en étant très local et décentralisé. Et par exemple, on développe avec EDF une plateforme qui s'appelle Neoté qui fait ce qu'on appelle du solaire décentralisé. Donc c'est des installations solaires qu'on fait maison par maison dans des endroits où effectivement il n'y a pas une densité qui permet tout de suite d'amener le réseau. Et donc on crée des panneaux solaires avec une solution de stockage qui permet dans chaque maison d'avoir de la lumière la nuit, pour être très concret, et qui ne nécessite pas forcément effectivement une installation très lourde, plus tout le réseau qui va avec. Et donc ça permet de résoudre la question de l'accès à l'énergie de manière un peu différente. Voilà, donc on fait ça dans des maisons, on fait ça dans un marché au Nigeria, par exemple, on équipe 12 000 commerces avec ce type de système. Et donc c'est une autre manière d'avoir une solution. Et l'impact, c'est là aussi où c'est quelque chose, ça doit permettre aussi d'avoir cette vision un peu d'ensemble, où on n'est pas uniquement effectivement par exemple sur la variable environnementale, mais on intègre aussi l'élément social. L'énergie propre, c'est bien, mais c'est encore mieux. L'accès à l'énergie, c'est aussi encore plus important. Et donc c'est aussi comment est-ce qu'on concilie un peu ces différents éléments, et notamment la partie sociale qui effectivement peut souvent être un peu oubliée quand les gens pensent impact, je dirais de manière un peu intuitive. Peut-être une réaction, monsieur Sapi, par rapport à... Oui, c'est sûr que l'off-grid lorsqu'on travaille sur le secteur de l'énergie en Afrique, on ne peut pas ne pas travailler sur l'off-grid aussi. Nous, ce qu'on regarde beaucoup, c'est en fait fournir de l'énergie directement au consommateur final
peut-être pas le particulier, mais plutôt du business to business, donc du commercial et de l'industriel. En fait, ce que j'ai observé sur les différents continents sur lesquels on travaille, c'est que les projets infrastructures en Afrique prennent du temps, c'est vrai. Ça prend plus de temps qu'ailleurs. Mais en général, ces projets, quand ils sortent, sont très bien structurés. À l'inverse d'autres pays qui vont très vite, donc c'est intéressant pour l'investisseur puisque le marché là, ça va très vite, mais certains risques ne sont pas bien évalués et on arrive à des situations où en fait, cette vitesse peut remettre en cause la viabilité de l'infrastructure en question. Donc ça a été un peu révélateur pour moi sur les 10 dernières années et mon parcours dans les différents pays émergents, c'est que l'Afrique, quand un projet sort, le projet est en général très bien structuré. D'accord, très bien. Parfois, vous dites que ça prend du temps, peut-être plus de temps qu'ailleurs. Après, au cas par cas, parfois, on a des belles surprises. Je pense au terminal d'Owendo qui a été construit en 18 mois, au Gabon, par exemple. Mais peut-être que c'est l'arbre qui cache la forêt. Ah, effectivement, je pense qu'il y a des cas, effectivement, on peut pas, les généralités sont toujours difficiles. Absolument. Alors, j'aimerais vous entendre maintenant, chacun d'entre vous, au sujet de ce que vous attendez des régulateurs, des opérateurs. Qu'est-ce que vous attendriez pour pouvoir renforcer vos investissements à impact sur le continent ? Qui veut commencer, Monsieur Hazard ? Oui, avec plaisir. Quel régulateur ? Enfin, en France ou en local ou... En local, plutôt sur l'Afrique. Oui, bien sûr. Mais non, ce que je veux dire, c'est l'AFD ou la Banque mondiale ou c'est plutôt des acteurs africains ? Peut-être au niveau macro et ensuite venir au niveau micro. D'accord. Non, moi, ce que je constate en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup d'argent sur, enfin il y a beaucoup et sans doute pas assez, hein, sur les infrastructures et sur les projets très macro, etc. Ils sont très importants sur les terminals d'aéroports, sur tout ça, etc. Ce que vous citiez, et ces projets d'infrastructure, Dieu sait qu'ils sont importants, qu'ils sont fondamentaux pour développer l'économie, etc. Mais si on veut aussi qu'ils soient acceptés, si on veut qu'ils puissent être compris et si on veut vivre un peu en harmonie, je pense qu'il faut investir beaucoup aussi sur les entrepreneurs, les petites structures. Là, je prêche pour ma paroisse, mais sur les petites structures locales qui développent et qui font des choses, qui innovent, parce qu'il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de choses à faire dans l'accompagnement et c'est très très dur pour des entrepreneurs, en tout cas africains, d'aller lever des fonds. Il n'y a pas les fonds de business angel, enfin il n'y en a pas comme il y en a en Europe, comme il y en a en Amérique du Nord et même en Asie. Il n'y a pas les fonds de capital risque tels que ça existe, il n'y a pas les fonds. Donc c'est dur, il y a un énorme trou dans la raquette en fait. C'est-à-dire que et des entrepreneurs, il y en a plein, hein. C'est pas parce qu'on était dans une grande école qu'on devient entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un état d'esprit, c'est une envie et ça peut être de quelqu'un qui n'a pas forcément fait d'études comme quelqu'un qui a fait des études, c'est un homme, une femme, c'est de la diversité. Et bon bref, et tous ces gens-là et beaucoup de gens, et la grande majorité n'a malheureusement pas du tout accès au capital. Et donc, du coup, on va aller financer des programmes de développement et travailler sur des accords de coopération entre grands groupes, des grands groupes étatiques, souvent en Afrique, qui sont tenus par les gouvernements, etc. Enfin, moi, je pense juste à la société civile et aux millions de personnes. Et on dit, c'est ça l'avenir, l'Afrique, la jeunesse, etc. Mais l'Afrique et la jeunesse, elle n'a pas accès au capital aujourd'hui pour pouvoir développer des projets comme nous, on en a. Et c'est là-dessus, à mon avis, à mon sens, hein, qu'il faut aussi beaucoup travailler, c'est faciliter tout ça. Et nous, on a un rôle aussi, quand on a l'Agence française de développement, l'AFD, ce serait bien qu'elle s'intéresse un peu plus encore. Alors nous, on fait un truc avec eux qui s'appelle l'AFD Digital Challenge, où on accompagne mais c'est encore tout petit. Effectivement, c'est risqué, c'est compliqué, c'est hors de ce qu'on connaît, etc. Mais pourtant, moi, je tends à penser que l'avenir, il est là et c'est les gens et la société civile qui créera l'économie de demain en Afrique. Il y a de nouvelles initiatives qui apparaissent depuis quelques années, des nouveaux investisseurs qui s'intéressent justement à des investissements à impact, mais en direction d'acteurs plus modestes, on va dire. C'est le cas, par exemple, je crois, de Cofina avec Jean-Luc Conan, qui s'intéresse au middle missing pour financer... il y en a, mais c'est par rapport à l'enjeu qu'il y a. Il y a quelque chose, il y a quelques trucs et des mecs qui font des gens qui font des trucs très très bien. Mais alors, par rapport à l'enjeu qu'il y a, c'est une goutte d'eau, en fait. Mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais on en parle beaucoup
Mais par rapport à ce que c'est, finalement, c'est pas grand-chose en soi. Enfin, heureusement que ça existe, mais il faut justement continuer cette dynamique. Et ça, c'est des exemples qui montrent que c'est possible de le faire et qu'on peut le faire et le structurer. Et donc, voilà. Mais est-ce qu'il y a des différences en fonction des régions géographiques? J'imagine qu'au Maroc, peut-être c'est plus facile de lever des fonds pour ces startups qu'au Burkina, par exemple, je ne sais pas. Alors oui, il y a des différences géographiques. Il y a des différences géographiques clairement. Mais quand même, le dénominateur commun pour moi, c'est quand même la très grande difficulté. Il n'y a pas un tissu de business angel, il n'y a pas un tissu d'acteurs du venture capital et des VC donc, qui investissent sur les projets. Et c'est par rapport à ce que nous, on peut connaître en Europe. Je ne parle même pas des États-Unis ou d'Israël, ou etc., où c'est encore plus développé. Mais il y a rien. Enfin, je veux dire, c'est très peu. Il y a quelques acteurs qui le font, mais c'est très, très compliqué. Et pourtant, il y a plein d'opportunités. D'accord. Bon, l'appel est lancé. Monsieur Saville, si vous aviez un appel à lancer. Ok. Je pense que la visibilité sur la durée est très importante pour un investisseur privé. C'est d'autant plus difficile en ce moment. Je pense que tout le monde, pour avoir une vision dans la durée en ce moment, c'est très très complexe. Tout le monde se pose beaucoup de questions, mais c'est vrai que cette visibilité-là, pour des projets sur lesquels nous on intervient, qui s'inscrivent dans la durée, et nous on s'engage sur des durées de 20-25 ans lorsqu'on intervient sur un projet, est très très importante. Donc c'est vrai que en ce moment, je pense que les budgets publics vont être très challengés. Partout dans le monde et beaucoup en Afrique aussi. S'il y a des budgets, je pense qu'aussi ils vont peut-être bouger vers plutôt les secteurs sociaux et la santé notamment. C'est un secteur que nous, on n'a pas assez dans notre portefeuille, donc il va falloir qu'on travaille pour accompagner les décideurs publics africains peut-être sur ce secteur-là suite à cette crise ou pendant cette crise. D'accord. Qu'est-ce que vous appréhendez aujourd'hui par rapport aux impacts de la crise sur vos investissements qui sont programmés sur le continent? J'ai peur qu'il y ait avant la crise, on avait une certaine visibilité des budgets alloués et dans la durée. J'ai peur qu'effectivement un certain budget soit réalloué et donc remettre en cause des projets qu'on avait en cours, ce qui est très compréhensible et je pense que c'est le cas dans toutes les géographies. D'accord. Monsieur Mouzundar, je vais vous passer la parole pour avoir qu'est-ce que vous attendez, vous, de quels seraient les axes d'amélioration pour renforcer vos investissements à impact? Peut-être de manière plus générale. Alors des idées, effectivement, de manière concrète, on en a plein, mais quelque part, je pense qu'on peut pas non plus aussi prôner des initiatives privées, par exemple dans les infrastructures, c'est notre métier, et puis aussi attendre que effectivement les États, les pouvoirs publics fassent tout. Donc il faut aussi être force de proposition. Et être force de proposition, c'est aussi aider, les accompagner dans la durée. Donc quand on fait, c'est créer des filières locales, quand on fait une infrastructure pour aussi créer l'expertise qui va avec et faire du transfert de compétences. C'est aussi développer des programmes pour aider aussi les cadres, les hauts fonctionnaires des différents gouvernements à acquérir aussi une expérience terrain dans différents autres domaines et dans d'autres pays. Ce qui permet aussi d'accélérer un peu ça, parce qu'au final, hein, dans notre métier, dans la partie infrastructure, l'État est bien sûr, il faut qu'il soit au centre du jeu. Et donc, ça nécessite d'avoir une capacité de maîtrise d'ouvrage, qui est un mot français qui est intraduisible, mais vraiment une capacité à s'approprier, à piloter les projets, à créer du consensus, qui est quelque chose qu'on peut accompagner, mais qui doit nécessairement rester aussi du côté des pouvoirs publics. Donc ça, c'est quelque chose qu'on accompagne et qu'on souhaite accompagner avec des programmes de formation qu'on développe d'ailleurs en lien avec le ministère des Affaires étrangères, avec aussi d'autres partenaires comme le G20 par exemple, qui permettent effectivement d'aller créer cet accompagnement et ces conditions dans la durée, d'avoir un écosystème qui permet effectivement pas juste à un moment donné d'avoir posé une infrastructure, mais aussi d'avoir créé les conditions dans la durée pour avoir un écosystème dans chaque pays qui permet de les gérer, de les contrôler, de les piloter et d'avoir justement une vraie durabilité dans la durée. Donc ça,
Ça, c'est un des éléments effectivement qui est assez clé pour nous. D'accord, merci. Alors, la députée Madame Stéphanie Kerbar, qui est à l'initiative de ces rencontres d'aujourd'hui, a fait un certain nombre de recommandations. Peut-être que certains d'entre vous souhaitent y répondre ou réagir par rapport à ces recommandations faites et rappelées aujourd'hui. Monsieur Mouzundar, peut-être. J'ai pris mes notes, mais j'avais bien retenu les 5 principes. J'ai ma petite anti-sèche, mais je pense que ces principes, ils sont donc quitter les principes d'inclusion systémique, développement territorial, d'impact, de gouvernance partenariale, de vigilance. C'est des principes qui sont assez clés, qui font écho à ce aux grands principes, notamment quand on veut mettre en œuvre les objectifs de développement durable de manière générale, que ce soit dans les infrastructures ou effectivement quand on fait de l'entrepreneuriat. On ne réussit pas effectivement en silo, on ne réussit pas sans partenaire, on ne réussit pas sans créer du développement local. Ça, c'est un non-sens. En tout cas, ça marche peut-être pendant quelques semaines ou quelques années, mais ça, ce n'est pas la vraie réussite. Peut-être une réaction de Nicolas. Oui, non, exactement. Ça pose les fondements, en tout cas, de ce qu'il faut faire. Et puis à partir de là, il faut construire et surtout mesurer. Je pense que la mesure, c'est très important. C'est de mesurer justement les choses et de pouvoir évaluer vraiment l'impact qu'on peut avoir et sérieusement et sur tout ce qu'on fait et de pouvoir montrer que finalement, on va dans le bon sens parce que c'est ça l'idée. Donc, c'est bien d'être ancré sur des principes. Et après, il faut que ces principes puissent créer des dynamiques pour des acteurs, des faiseurs, pour qu'ils puissent les porter et concrétiser tout ça par des actions qui ont un impact fort sur les populations. Généralement, les startups sur lesquelles vous misez, elles sont plutôt supportées par des investisseurs africains, internationaux, des bailleurs. Comment c'est intéressant comme question. Je réfléchis. Effectivement, c'est plutôt... nous, on a plutôt des clients, entre guillemets, qui sont plutôt des clients européens et américains. Etc., qui ont envie de faire des choses et qui ont envie d'accompagner. On arrive à embarquer des partenaires financiers, des partenaires locaux, mais c'est vrai que la grande majorité, ça reste quand même ailleurs. Enfin, ça reste des financements qui viennent d'ailleurs. Et nous, on est assez fiers de ça, finalement, parce qu'on arrive à drainer et à convaincre qu'il y a des opportunités pour des gens qui n'y seraient pas allés si on n'avait pas été là, je pense, et qui n'auraient pas voulu... prendre ces risques-là. Et donc, nous, en fait, notre rôle, c'est d'être facilitateur entre deux mondes, un monde qui innove, qui a des choses incroyables à offrir, mais qui n'a pas forcément une image rassurante pour un investisseur classique. Et de l'autre côté, l'investisseur classique, il faut prendre par la main et lui montrer qu'il a des choses à faire et qu'il a des opportunités en termes d'impact, en termes financiers pour le faire. Et donc, c'est plus de liens qu'il faut créer, je pense, comme ça. Alors, très bien. Une petite réaction, Monsieur Saville ? Je n'ai pas vraiment de... Non. Bon, écoutez, en tout cas, merci à tous pour ce débat. Je vais accueillir une dernière intervenante qui va s'installer à côté. Bonjour, madame. Bonjour, merci beaucoup Marie-France d'avoir animé cette dernière table ronde. Merci à tous nos intervenants pour ces échanges de qualité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter ces 3 tables rondes. Et merci également à vous de nous avoir suivis. Nous avons bien compris que l'objectif d'atteindre des ODD pourra être un formidable levier pour les investissements à impact. Nous vous proposons aujourd'hui 5 principes actifs qui ont été rappelés. Un principe d'inclusion systémique dans une vision de chaîne de valeur élargie, un principe de développement territorial, un principe d'impact avec un process d'évaluation, un principe de gouvernance partenariale et enfin, pour terminer, le 5e principe actif, un principe de vigilance sur l'ensemble du cycle de vie du projet. Faisons en sorte que ces 5 principes actifs deviennent une réalité et se déploient. Et je compte sur vous pour que cela voie le jour. Je vous remercie et bonne fin de journée à tous.
Merci beaucoup. Merci Madame la députée. Merci beaucoup. Merci à tous. à vous. Alors, Merci. pour tous ceux qui veulent revivre ces instants, n'hésitez pas à vous rendre sur nos réseaux sociaux et sur le site internet. Comme ça, vous pourrez continuer, on pourra prolonger les échanges. Très bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Merci beaucoup Madame la députée. Merci à vous. Au revoir.